j'avais préparé une petite introduction, mais je trouve que ce que Jean-Marc a raconté suffit amplement. Du coup, je vais proposer en fait ce que vous aviez entendu au Réclusienne, ce qui était aussi la demande de Christophe, de venir témoigner d'une expérience singulière d'atelier d'écriture et de lecture avec des patients d'un centre de pathologie professionnelle. Donc ils sont dits en burn-out. Alors, vous n'hésitez pas à m'interrompre hein, si je ne suis pas claire, si vous voulez dire des trucs, ça m'impressionnera moins, si vous parlez aussi. Du coup, en fait, on était deux à animer cet atelier d'écriture. Ma comparse Leslie Six, qui est dramaturge, et donc moi-même qui suis comme comédienne, metteur en scène et pédagogue. Effectivement, j'ai toujours beaucoup... mon travail de création est ce qu'on appelle action culturelle, mais je trouve que du coup, le terme est un peu dévoyé maintenant. En tous les cas, d'un travail de création avec des amateurs, ça fait partie de mon parcours et de mon... C'est indissociable. Et du coup, on a créé... Donc, en fait, Leslie Six travaillait avec Christophe Rauque au TGP sur un spectacle qui s'appelle Cassé de Rémi Devos, une pièce de Rémi Devos, et donc dans le cadre de ses recherches dramaturgiques, elle découvre le centre de pathologie professionnelle de Créteil, le travail de Christophe Desjours, et en parallèle de ça, elle donne des ateliers d'écriture avec des SDF dans l'Est parisien au Théâtre de la Colline, et du coup elle se dit, il y a certainement un lien, quelque chose à faire avec les patients, en tous les cas, elle le met en lien avec le personnage principal de la pièce Cassée. Moi, parallèlement, donc on est des vieilles copines de lycée, et donc parallèlement, j'ai créé un spectacle qui s'appelle À quoi bon, qui est un spectacle sur la question du travail, la place du travail et des individus dans le travail, par rapport à leur travail, enfin voilà. Et donc mon activité aussi d'atelier, comme je disais en introduction, et donc elle me propose qu'on crée ensemble cet espace qui a quelque chose d'un peu étonnant pour les médecins, qui sont assez sceptiques au départ, mais on a un des psychologues qui nous soutient dans cette démarche, et puis aussi Christophe Desjours qui nous crée un espace, parce que du coup on peut intervenir à l'Unitop. Voilà, donc on met ça un peu bon an mal an, tout le monde est un peu sceptique, mais on y va. Donc Leslie est vraiment sur la partie textuelle, formelle, analyse de texte, qu'elle fait ça brillamment. Et moi je suis plus sur la manière de mettre en bouche ce texte, le mettre en voix, comment on fait le lien entre l'oralité et l'écriture. Voilà, et du coup, tout ce qui a sous-tendu ce travail, donc on ne l'a pas trop analysé évidemment pendant, on était dedans, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui se jouait sur la question du langage qui était vraiment centrale. Donc, parce que du coup, toute notre problématique, c'était du coup, qu'est-ce que les mots viennent mettre en mouvement et qu'est-ce que le fait de prononcer ces mots vient mettre en mouvement. Parce que du coup, on dissocie vraiment... on ne dissocie pas le travail d'écriture et son oralisation. Donc c'est cette énigme qu'on tente là, que je vais essayer d'interroger sans vraiment y répondre, hein, mais en tous les cas, voilà, c'est de le mettre en question. Et en fait, ce qui s'est passé sur ces 5 années, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement. Alors, évidemment, ce n'est pas que le cas de l'atelier d'écriture, hein, c'est des gens qui sont suivis en parallèle, mais en tous les cas, il se jouait quelque chose qui remettait l'individu en mouvement et en acte sur son monde et sur le monde. Il redevenait sujet. Et tout ça, c'était dans un processus qui était un travail, qui était un processus de création.
donc on a proposé d'ailleurs en dernière consigne écrire, proposer votre définition sensible du mot. Et puis je vais vous lire des petits extraits, je vais aussi vous en faire écouter. Hein. Et donc d'un texte de Claire. Et donc elle dit écrire. Je trace les lignes de ma pensée sur la pâte à papier. Une pâte de résidus de bois, de feuilles mortes et vivantes. Un papier de nature qui révèle ma nature sur le papier. Une forêt blanche qui s'anime, animale. Je déploie le sens des mots qui m'échappent, écoute leur résonance et leur écho. Je les attrape, point à la ligne. Point P-O-I-N-G. Du bout des doigts, mes mots s'écoulent, ma voix se trace. Écrire, c'est ancrer les mots, A-N, ancrer les mots, E-N. C'est le lit de l'intime qui se cache et se déguise dans cette parole bleue. Je saute de page en page, je lis les mots en creux, je les attache, défile des images, je verse avec précaution mon âme par fragments. Bon, je trouve que ce texte vient bien éclairer ce qui vient se jouer. Alors, Alain en parlera certainement tout à l'heure, plus ce qui se joue dans l'écriture, mais en tous les cas, ce qui se joue là, dans le cadre de l'atelier. Alors, cet atelier s'adresse à une quinzaine de patients qui sont en commun d'être tous suivis dans le même centre hospitalier avec le même groupe de médecins. C'est important parce qu'on a fait quelques petites anicroches à ce dispositif. Il y a des gens qui n'étaient pas suivis par le service de pathologie professionnelle qui sont venus. Et ça a été assez très très compliqué pour nous parce qu'en fait le cadre ayant changé, ça a changé aussi leur rapport à l'atelier et puis la manière dont la pathologie vient être cadrée. Et là, du coup, on sortait un peu de notre rôle. Surtout, on était assez incompétentes pour essayer de cadrer le débordement qui avait lieu et qui était, en fait, ce débordement avait lieu dans le cadre des séances et ne venait plus dans le cadre de l'atelier d'écriture, ce qui n'était pas le cas, du coup, pour les gens qui n'étaient pas suivis dans ce service. Donc ils ont pour caractéristique de traverser des situations personnelles très difficiles, mais aussi très singulières. Leur suivi par les services hospitaliers peut être très différent en termes de rythme, de régularité, de volume et de dispositifs d'accompagnement. Certains travaillent, d'autres pas. Et certains sont en arrêt ou en recherche d'emploi ou en reconversion. Et leur ancienneté dans l'entreprise peut varier énormément. Donc on a des profils très différents. La première année, on nous avait fait une sélection... donc on n'avait que des gens CSP++, cadre intermédiaire. Et puis au fur et à mesure, ils ont laissé un peu ouvrir les vannes et on s'est retrouvé avec des gens très différents en termes de catégories socio-professionnelles, de la bibliothécaire à un des copains de... J'ai réoublié son nom, dans le cadre de l'affaire de la caisse de la banque, là, du trader qui avait détourné des fonds de la Société Générale. Bon, bref, on a... Comment Vienne. Non. Non. Bon, bref, c'est pas très important. Un employé de la Poste, un ouvrier dans le bâtiment. Donc on avait du coup cette espèce de mélange bienvenu. Par rapport à la première année où on était dans quelque chose qui était du coup assez orienté. Et le public, ça c'est une caractéristique pas très étonnante mais importante, est féminin essentiellement, pas exclusivement, mais il y avait une majorité de femmes entre 35 et 50 ans. Donc l'idée c'était aussi d'avoir une continuité sur le cycle qui était de 1 an à 1 an et demi. Mais aussi chaque séance était autonome pour permettre en fait de pouvoir y venir comme bon semblait aux uns et aux autres. L'idée étant de créer un cadre qui était le moins contraignant possible. Et donc c'est des gens qui ont été victimes d'un système de destruction, d'une lente entreprise de destruction. Alors on a évoqué à la fin vraiment la question du travail enfin cette question-là quand on était très en confiance, mais c'est une thématique qu'on n'a quasiment pas abordée pendant les 5 années.
Mais du coup, on a quelques textes dont je vais vous lire quelques extraits. Donc, un texte d'Isabelle. Discuter avec la direction, tenter une négociation, relever la tête, la courber, la relever, s'abaisser, se taire, encaisser, continuer, encaisser, continuer, bosser, veiller, fuir, 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 fuir. Il y a un autre extrait de Laurence. Vous ne pouviez pas vous organiser, vous ne pouvez pas travailler juste pour le salaire. Pourquoi ne pourriez-vous pas reprendre le travail? Ces 3 phrases ont été prononcées par des soignants, tous 3 médecins. Pourquoi n'avez-vous pas informé l'entreprise de la situation? Cette phrase fut prononcée par une personne représentant une juridiction dont le rôle est de régler les litiges entre salariés et employeurs. Sidération, effroi, incompréhension, rire, larmes. Déni, distance, défense, jugement, mépris, connerie. De ce que j'ai dit, peu est entendu, tout m'est rendu. Que j'évoque la responsabilité d'un système, de personnes, et c'est là que à ma responsabilité que je suis renvoyée. Je ne suis pas victime, je suis coupable. Madame Laurence B., née le 28 novembre 1975 à Suresnes et habitant à Vers-sur-Marne, vous êtes reconnue coupable des chefs d'accusation suivants. Coupable de ne pas vouloir vous laisser exploiter et dominer. Coupable de ne pas vouloir mentir. Coupable de ne pas vouloir exploiter et dominer d'autres salariés. Coupable de ne pas vouloir respecter des procédures inutiles. Coupable de ne pas vouloir évaluer vos collègues. Coupable de ne pas vouloir divulguer et prôner les valeurs de l'entreprise. Coupable de penser par vous-même. Coupable de faire preuve de sens critique. Coupable de prendre des initiatives. Coupable d'exercer votre libre arbitre. Coupable de chercher du sens et de placer l'humain au centre de votre travail et de votre vie. Alors oui, je plaide coupable. Voilà. Donc, et il y a un autre texte que je vais vous faire écouter de Jean-Marie. Donc, on comprend bien le contexte dans lequel, dont viennent ces patients et l'état physique dans lequel ils sont, c'est-à-dire qu'il y a des pathologies physiques très fortes. Et donc, je vais vous faire écouter un texte enregistré par Jean-Marie qui raconte. Ma chute en chiffres depuis 2011. Traumatisme crânien, traumatisme lombaire, perte de connaissance, montée d'angoisse. Cruralgie, douleur lombaire, stress non maîtrisé. 4 mois allongés, 18 mois d'arrêt, 7 infiltrations, 4 IRM, 3 scanners, des médicaments sans fin. 12 séances d'ostéopathie, amélioration très lente et des jambes bloquées. Depuis plus de 4 ans, 3 séances de kiné par semaine, soit plus de 450. Ça soulage, mais les douleurs persistent, et l'humilité dans ma chair. Première séance de magnétisme en 2014, après 3 ans de douleur, de nuit sans fin. La première séance, plus d'1 heure, et je ressens le fond de ma chaussure et la forme des trottoirs. Les autres soins, Monsieur D, me questionne beaucoup, sans compter son temps, pour intégrer mes douleurs, pour les maîtriser et les estomper, sans aucun médicament. Monsieur D redonne les lettres de noblesse aux mots soins, patient, guérison, par le magnétisme. Merci D. Donc c'était le contexte dans lequel on intervenait et dans lequel les patients arrivent. Donc l'organisation de nos séances. Pendant les 4 premières années, ça a eu lieu 1 fois par semaine à raison de 2 heures. Et puis la dernière année, faute de financement et de moyens, on a fait ça tous les mois et demi. Mais pendant 4 heures, 3 heures. Donc les temps d'écriture se déroulent ainsi. Ils sont sur un moment de partage et de discussion autour de questions culturelles, de société. Chacun étant invité à partager avec les autres quelque chose qui l'aurait marqué pendant la semaine. Au début, on cherchait vraiment à créer des éveils autour de la question des mots. Et puis très vite, ça s'est ouvert et élargi. L'idée aussi, c'était d'avoir un espèce de sas comme ça, où on peut arriver en retard, arriver sans tension
voilà, se dire qu'on pouvait arriver 1 heure en retard et que la consigne d'écriture arriverait plus tard. Donc c'était très libre, on n'orientait pas du tout les sujets. Et souvent, les questions, c'est des questions politiques et de société qui arrivaient au centre des discussions. Rarement des questions frontalement autour du travail, mais quand même. Mais c'était beaucoup plus... c'était un épi sujet. Et ensuite, on donnait la consigne d'écriture. Donc cette consigne, elle s'inscrivait dans une thématique. La première année, c'était à métamorphose des corps, des espaces-temps et des sociétés contemporaines et de leurs dérives. La deuxième année, on a fait un travail sur Blaise Cendrars et la troisième année sur la nature. Ouais, c'était des prétextes à exploration. Donc voilà, nous, on a peu abordé frontalement la question du travail, parce que d'abord, on ne maîtrise pas du tout le sujet, qu'ensuite, on n'est pas un espace thérapeutique, et qu'on n'en a pas non plus la compétence. On intervient vraiment depuis notre endroit de dramaturge et de comédienne. Donc c'était ça qu'on mettait vraiment au centre de notre processus. L'idée était d'entrer dans un processus de création individuelle, mais aussi collective. Voilà, et du coup, il y avait 20 à 30 minutes d'écriture. Et puis, dans un second temps, chacun était invité à lire son texte. Alors, il y avait quelques résistances au départ, mais en fait, très très rapidement, chacun était amené à dire son texte, à le lire. Et ça faisait partie du processus de l'écriture, son oralisation. Parce qu'il y avait quelque chose aussi de la reconquête de soi par la voix, le dire pour le faire entendre. C'est-à-dire, là aussi, on n'était pas dans une écriture de l'intime, d'un journal intime, on était dans une écriture à partager et à faire entendre à soi aussi, dans une prise de responsabilité et de risque dans le fait de le dire devant d'autres. Ponctuellement, on faisait aussi des sorties au théâtre. Alors, la première année, les 2 premières années, l'atelier était, ce temps de travail d'écriture était chapeauté par le théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, donc les passerelles entre aller voir des spectacles et puis les 7 ans d'écriture et de lecture étaient assez simples, puisqu'en lien avec la programmation, et ensuite c'est ma compagnie qui a repris cet espace d'expérimentation, et du coup voilà, on est allé ailleurs, on est sorti du TGP et on est allé à la Maison de la Poésie, j'allais dire beaucoup, mais peut-être pas tant que ça, mais c'est devenu aussi un lieu, voilà. Et puis on avait aussi un projet. Alors la première année, on est parti à Saran, qui n'est pas très loin d'ici, je crois, à côté d'Orléans, dans une vieille imprimerie avec plein de presse qui avaient été récupérées. Et du coup, on a imprimé une affiche collective avec les techniques de l'impression avec des lettres de plomb. Et c'était sur un texte collectif qui avait été écrit à partir de cadavres exquis. Alors j'ai quelques photos, peut-être je vous les montrerai après parce que je n'ai pas ouvert, je n'ai pas préparé, alors on a perdu du temps. Et puis aussi, on avait donc un projet de restitution, alors c'est-à-dire vraiment de faire entrer ces textes dans une représentation avec un musicien. Et il y a eu une année où on a fait un livre CD avec une réalisatrice de France Culture et un musicien, Stanislas Grimbert. Ça va au niveau du temps? Alors je vais vous faire écouter un petit extrait de ce travail d'enregistrement. Je me lève, il le lève, il
le lait. Je me prépare. Il l'aseptise. Je déjeune. Le travestit. Je vais à l'usine. Il l'alimente d'un complexe hyperprotéiné. Je rejoins mon poste. Il le transfère au portique de la fabrique. Je fais une pause. Il le met sur la voie de l'alpha. Je me sustente. Il le débranche. Je reprends mon poste. Il lui perfuse des neurones mutagènes. Je finalise ma mission. Il l'entraîne devant l'oméga. Je rentre. Il connecte le cerveau asséché. Je m'allonge. Il débarrasse le corps désormais stérile. Je rêve d'une nouvelle vie. Il le plonge dans un bain métamorphique. Il le recycle en souche pour neurones. Fin du programme W267.4. Et donc, aussi, chaque session était amenée à être présentée publiquement. Donc, on a joué au Théâtre Philippe, dans une librairie dans le 11e arrondissement, dans une maison des associations à Montreuil. L'idée étant de partager et d'être vraiment dans un processus global de création. Et la dernière année, on a travaillé avec le dessinateur Philippe Dupuis. Donc il y a toute une réflexion autour du livre et de l'ouvrage. Donc c'est pour ça qu'on était parti dans cette imprimerie. Et puis là, de travailler avec ce dessinateur et le lien entre illustration et texte qui avait donné à l'issue de cette dernière année une représentation où Philippe dessinait en direct avec un musicien. Voilà, l'idée étant j'insiste sur la question du processus de création, parce que je trouve que ce sera quelque chose d'intéressant à discuter tout à l'heure entre processus artistique, œuvre d'art, réception, le fait d'être un acteur dans le processus ou d'être le spectateur, d'être l'artiste ou un artiste amateur, si tant est que ça puisse être hiérarchisé. Alors, je pense que ça sera intéressant à mettre en discussion. Donc voilà, chacune de ces étapes est au cœur du projet en tant qu'elle permet aux participants d'œuvrer au partage des écrits et à travers différents supports. Ce sont des moments forts où chacun s'expose et surmonte une certaine appréhension de pouvoir lire et faire entendre ce qu'il a été écrit, et avec un vrai travail de répétition et de rencontre du coup avec le musicien professionnel qui vient travailler ou l'illustrateur. Alors voilà, au bout de 5 ans, on a fait une sorte de petit, pas vraiment bilan, mais en tous les cas d'état des lieux de ce qu'on avait traversé. Je dirais même qu'on continue de le réfléchir encore aujourd'hui, parce que du coup, ces 4 années avaient chacune au monde, le mot monde, dans l'intitulé, ce qui était pas du tout volontaire comme une espèce de revendication de dire qu'on était en prise avec le monde. Et je dois dire que toute cette réflexion qui a été menée là, et puis aussi par rapport à votre demande de voilà, à quoi sert l'art, et que voilà, ce qui m'apparaît, c'est que le lien avec le monde, le rapport au monde est essentiel à la fois dans la production d'œuvres, dans la démarche artistique, mais du coup là c'est vraiment ça qu'on cherche à renouer, c'est-à-dire le lien au monde. Et que ça, c'était tout à fait intuitif de mettre ce mot monde, mais je crois qu'il y avait d'être au monde. Il y a quelque chose de l'ordre de l'herméneutique dans la transmission, mais du coup là aussi dans le fait de pouvoir se remettre en mouvement. Du coup, alors pourquoi à cet endroit-là, et pourquoi quelque chose s'est passé? Donc effectivement le fait de ce que je viens de vous exposer, et aussi le fait que le groupe contient les individus, même les plus complexes. Tout le monde est inclus dans ce dispositif, des gens très différents du coup.
peut-être, alors c'est des suppositions, peut-être en réaction à la marginalisation qu'ils ont connue et qui ont mené à arriver dans ce groupe, mais en tous les cas, il y a quelque chose de très très fort du groupe contenant. Alors, je ne maîtrise pas très bien, puis j'ai un petit peu peur de parler à côté d'un philosophe, mais Michel Foucault l'a un peu développé sur la question de la folie contenue par le collectif. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de cette chose-là qui se jouait. Il y avait aussi du coup l'invention d'un collectif où en fait le système dans le burn-out n'est pas, enfin de plus en plus, mais en tous les cas chez ces gens-là, la question c'est ce que raconte Laurence dans son texte, la culpabilité est individuelle et pas systémique. Et là, tout à coup, d'avoir ces individus qui ont vécu la même chose, en fait avec les mêmes rouages d'un système, permettait d'inventer un autre collectif. Où aussi la question de la représentation sociale et de le côté winner quoi, tombait complètement pour chacun. Et il y a quelque chose presque de la non-représentation sociale qui était assez inédit à partager et à vivre, et très salvateur pour moi en tous les cas, d'enlever le masque social. C'était pas un choix, hein, qui était une sorte d'obligation de l'existence. Et cette question de l'œuvre, de la création en partage d'un objet artistique, enfin d'une démarche artistique, de cet objectif commun, était aussi essentielle, puisque du coup c'était le collectif qui était dans un même mouvement. Outre le fait que du coup, effectivement, individuellement, il se passait des choses... qui permettaient de retrouver sa voix. Et du coup, il y a une anecdote qui, moi, m'a beaucoup marquée. C'est d'une des personnes à qui essayait qui disait son texte, et donc on n'entendait pas. Et du coup, je lui ai dit, mais écoute-toi parler, en fait. Écoute ta voix. Et soudain, la voix est sortie et il était extrêmement ému. Il disait, c'est la première fois que je réentends ma voix depuis tout ce qui s'était passé. Donc il y a vraiment cette voie sonore, mais du coup aussi d'un chemin qui peut se mettre qui s'est remis en mouvement. Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, je conclus là, je suis dans les temps, voilà. Alors voilà, est-ce que de cet endroit, des différents endroits d'où l'art se... Voilà, est-ce que à la fois le chemin, le parcours, le processus, en fait, qui ne débouche pas nécessairement sur l'œuvre, mais qui est valable pour chaque démarche artistique. Enfin, je veux dire, c'est la prise de risque de notre travail. C'est un processus dont on espère évidemment qu'il va déboucher sur l'œuvre, mais voilà. Et puis, après toute cette démarche, après tout ce témoignage, l'idée n'est pas non plus de vouloir devenir un acteur utile. Moi, je revendique profondément mon inutilité. Il y a quelque chose de... Voilà, on cherche... c'est un espace en partage, si ça sert... c'est peut-être même pas la question, en fait. C'est une expérience commune entre